Bonjour à tous, c'est RCF la matinale, il est 8h10 et c'est l'heure d'écouter et de nous entretenir avec notre grande invitée. C'était il y a 6 mois, le Grenelle des violences faites aux femmes s'achevait. Pendant des semaines, l'ensemble des acteurs concernés par la lutte contre les féminicides et autres violences conjugales se sont mobilisés pour que le bilan dramatiquement lourd dans notre pays s'améliore enfin. Un certain nombre de dispositifs ont été initiés à cette occasion, mais le confinement est passé par là, renforçant l'enfermement morbide de certains couples et certaines familles. Ce matin, dans la matinale, nous recevons une magistrate, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes. Isabelle Rome, bonjour. Bonjour Stéphanie Gallet. Vous êtes donc magistrate, je l'ai dit, depuis 2 ans. Vous êtes chargée de coordonner le plan d'action de lutte contre les violences conjugales au sein du ministère de la Justice. Vous venez de publier, je crois que c'est votre 4e livre. Oui. Ça s'appelle Liberté, égalité, survie, qui est relatif aux violences conjugales. Il vient de sortir aux éditions Stock. Vous êtes connu pour votre engagement pour les droits des femmes, l'insertion des jeunes et l'intégration des prisons à la cité. Ce matin, si vous le voulez bien, nous allons nous consacrer à la question des femmes et peut-être d'abord 2 questions sur les violences policières. Comme magistrate, cette question des violences policières, c'est quelque chose que vous avez pu constater ou, comme les syndicats de policiers, vous refusez ce qui s'apparente pour eux à un amalgame? Alors je vais vous répondre déjà en tant que juriste. Avant tout, le terme de violence policière est un terme qui n'existe pas. Et les violences, d'ailleurs, ne sont pas, comme elles ne sont pas genrées, les violences ne sont ni masculines ni féminines, les violences policières, voilà, ça n'existe pas. Il y a des policiers violents, mais il n'y a pas de violence policière. N'existe qu'un terme, celui de violence, qu'une infraction, enfin plusieurs infractions qui sont des violences volontaires, commises éventuellement avec armes, en réunion, etc., ou des violences involontaires. Et ensuite, eh bien, c'est cela qu'il faut regarder. S'il y a des violences, elles sont répréhensibles, condamnées, qu'elles soient commises par des policiers ou par des non-policiers. Voilà. Et si des policiers exercent des violences, elles doivent être poursuivies et condamnées comme à l'égard de tout citoyen. Donc pour vous, quand il y a une fresque dans une banlieue qui dénonce le racisme et les violences policières, pour vous, c'est injurieux pour la police nationale ? L'expression populaire n'est pas l'expression juridique. Voilà. Dans la mesure où il n'y a pas une injure caractérisée, il y a une liberté d'expression dans notre démocratie. Vous êtes beaucoup occupé des jeunes issus des quartiers populaires, de nos banlieues. Le racisme, c'est une réalité ? Alors, je ne suis pas, j'allais dire, je ne suis pas noire, je ne suis pas maghrébine, donc je ne sais pas exactement, je ne peux pas répondre exactement. Ce que je sais, c'est que pour avoir entendu un certain nombre de jeunes, et notamment à Creil, ils ressentent de la part de l'ensemble de la société une certaine forme de discrimination due à leurs origines étrangères, due aussi au fait qu'ils habitent en banlieue et que lorsqu'ils donnent leur nom de famille, leur prénom et l'adresse à laquelle ils vivent, eh bien, souvent, ils vivent une discrimination. Et ça, oui, ils ressentent ces discriminations. Et je pense qu'à ce titre-là, nous devons les entendre et surtout, nous devons ne pas les oublier et établir en permanence un dialogue avec eux. Voilà. Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, c'est le slogan de la mobilisation actuelle. C'est quelque chose qu'il faut dire et redire. Oui, enfin, c'est la vie de tout. Enfin, voilà, moi, je suis très attachée à l'universalisme, à l'universalisme des droits et à l'égalité entre tous. Donc, que nous soyons blancs, noirs, que nous soyons nés à Abidjan, à New York ou à Mâcon ou à Paris, voilà, nous sommes égaux, nous sommes égaux. Et moi, c'est vraiment ce message d'égalité, je pense qu'il faut faire passer. Et aussi, un terme qui m'est très cher, je pense qu'on le retrouve dans tous les livres que j'ai écrits, c'est celui de fraternité. Voilà, eh bien, considérons l'autre comme son frère, considérons l'autre comme sa sœur, et on se fiche de sa couleur de peau. La vie des Noirs compte. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la question des violences faites aux femmes? La vie des femmes compte? Alors, la vie de chaque être humain compte, et la vie, c'est le bien le plus précieux, voilà. Et c'est d'ailleurs c'est le fondement de cet engagement qu'est le mien, donc dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et en particulier contre ces homicides conjugaux qu'on appelle féminicides dans le langage, disons, usuel de tous les jours. Oui, nous ne pouvons. Notre société, de toute façon, doit protéger la vie de toutes et tous. Et donc, nous ne pouvons jamais nous satisfaire des homicides, des meurtres. Voilà.
La violence conjugale, ça ne peut plus être considéré comme un fait divers, c'est un véritable fait de société. Oui, je pense que c'est vraiment important de considérer que c'est un fait de société. Quand on voit que depuis 2006, c'est-à-dire à peu près le moment où on a commencé à compter ces faits, ces meurtres de femmes, on a toujours entre 120 et 140 femmes qui meurent tuées par leur conjoint chaque année. Et notre société ne peut pas accepter ça. Et d'ailleurs, la mobilisation qu'il y a eu au moment du Grenelle des violences conjugales organisé par le gouvernement entre septembre et novembre 2019 a bien montré que la société prenait conscience de ce sujet. Et je pense que c'est extrêmement important, et pas seulement les femmes. Et je pense que c'est très important aussi que que tout ce qui concerne la lutte contre les violences conjugales ou les violences faites aux femmes ne soit pas seulement au cœur des combats de femmes. C'est un combat qui doit être au cœur de notre société et qui doit concerner les femmes et les hommes et porté par les femmes et les hommes. On a longtemps parlé de femmes battues. Aujourd'hui, c'est une expression dont il faut se défaire. Votre livre est dans une collection qui s'appelle Des femmes puissantes. C'est pas un hasard? Alors, je déteste ce terme de femme battue, comme si on était assigné à être une femme battue toute sa vie et que si un jour, justement, on avait été victime de violence, eh ben, on restait une pauvre, entre guillemets, femme battue. Non. Je pense que le sens de mon livre, c'est de dire qu'on n'est pas forcément victime à vie et qu'on peut s'en sortir. Et qu'on peut être une femme puissante. Et si vous avez la curiosité de lire mon livre, vous verrez notamment une des femmes puissantes que je décris, notamment au début de ce livre, Solange, qui a 75 ans, qui est restée pendant près de 55 ans auprès d'un conjoint qui la menaçait, la harcelait, la frappait, et qui un jour se dit, mais voilà, je suis dans un enfer et je dois m'en sortir. Et elle sort de cet enfer, et quand elle raconte son histoire, elle est lumineuse. Et quand je lui demande très timidement si elle connaît des instants de bonheur, je ne vais pas plus loin que des instants, et elle me répond « je suis heureuse », et ben voilà, c'est une femme puissante, une femme qui arrive à aller sur ce chemin de la liberté, à retrouver la lumière après cet enfer, après cette noirceur. Pour moi, c'est une femme puissante. Il n'est jamais trop tard? Ah non, il n'est jamais trop tard. Il est toujours temps. Et je pense que ça, vraiment, toutes les femmes qui peuvent connaître ce genre de situation aujourd'hui, ou toutes celles qui peuvent être proches de femmes qui sont dans de telles situations, doivent se le dire, et surtout doivent comprendre que il y a des manières de s'en sortir, qu'il y a des associations, qu'il y a des avocats, qu'il y a la justice, et que toutes ces personnes peuvent les aider, les accompagner à se sortir de cette misère de la violence. Une autre vie est possible, c'est ce que vous pouvez dire à ces femmes qui peut-être certaines nous entendent? Oui, oui. Alors il faut savoir que ce n'est pas facile, et que ce processus que nous décrivons et que je décris aussi dans mon livre qui s'appelle L'emprise, voilà, rend les choses difficiles, parce que le conjoint violent dans ce genre de situation est dans une forme de toute puissance et place l'autre sous sa domination et la rend extrêmement dépendante. Ce qui fait que parfois, les femmes qui se trouvent dans ce genre de cas, eh bien, essayent de s'en sortir, et puis ensuite sont hyper culpabilisées et retournent avec leur conjoint. Et c'est pourquoi, pendant des années, on a pensé qu'elles étaient ambivalentes. On disait, elles sont ambivalentes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Non, ce n'est pas de l'ambivalence. Ces hésitations, ces tâtonnements font partie justement de ce cheminement psychologique induit par ce phénomène d'emprise. Et c'est pour ça qu'il faut être proche d'elles et qu'il faut bien les soutenir, parce que quand on voit qu'elles commencent justement à vouloir rebrousser chemin, il faut bien pouvoir lui dire non, 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 tu continues, je vais t'aider, mais continue, il faut que tu te sortes de ces violences, de ces menaces, de ce harcèlement au quotidien. Alors on entend dire que le confinement a été une catastrophe pour les femmes qui vivent dans ce que vous décrivez, la peur de leur conjoint. Vous avez pu le constater, ça? Alors,
moi, j'ai même eu parfois des contacts avec des personnes que j'avais rencontrées. Bien sûr que le fait d'être enfermé avec son bourreau, enfin, ou son agresseur, c'est extrêmement douloureux. Alors, il faut reconnaître que les campagnes de communication qui ont été faites par le gouvernement, notamment autour des numéros d'alerte 3919, le SMS 114, le 116 006, voilà, ont permis à des femmes justement de donner l'alerte assez tôt, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a il n'y a pas d'augmentation des plaintes. Alors, il y a eu beaucoup plus d'interventions des forces de l'ordre, mais ce qui veut dire que justement, les consignes avaient été claires de la part du ministère de l'Intérieur qui disait dès que vous êtes appelé, il faut y aller. Les numéros d'alerte, tous les dispositifs qui ont plutôt bien fonctionné. Et au final, justement, pas plus de plaintes. C'est-à-dire, on estime, je crois qu'en France, environ tous les 2 jours et demi, une femme meurt sur les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Là, ce que vous nous décrivez, et puis on voit qu'il y a eu 15 jours, les sénateurs ont adopté en première lecture, après les députés, la proposition de loi pour mieux reconnaître les violences conjugales. Ça veut dire qu'en France, petit à petit, on est en train de prendre conscience du phénomène et de se donner les moyens d'y répondre. Oui, je le pense sincèrement. Donc, je vous ai donné cet exemple du confinement, de cette période de confinement. Et je pense qu'il est vraiment important de savoir que les grandes institutions, les services publics, que ce soit la police, la gendarmerie, la justice, l'éducation nationale sont fortement mobilisés, et cela en partenariat, parce qu'il faut être toujours en partenariat, en complémentarité avec l'action des associations, des multiples d'ailleurs dans ce secteur, des associations spécialisées, avec les barreaux. Voilà. Et je pense que nous devons établir un maillage contre les violences faites aux femmes. C'est vraiment ce maillage et ce partenariat, voilà. C'est agir tous ensemble et toutes ensemble. Voilà. Comment expliquer qu'on a le sentiment que la France a mis beaucoup de temps à prendre conscience de l'importance de ce phénomène ? Comment l'expliquer je pense que c'est très lié aussi à la mobilisation citoyenne. Je ne vais pas faire l'histoire de l'Espagne, mais on cite souvent l'Espagne en exemple. Et en fait, la forte mobilisation espagnole et donc tous les programmes qui ont été mis en place, comme ici, nous mettons aussi en place des programmes. Là, il y aura aussi le bracelet anti-rapprochement, les filières de l'urgence dans les tribunaux, etc. Voilà. Et donc, en Espagne, tout le début vraiment de ces programmes s'est produit après un drame horrible. Voilà. Une femme avait été tuée, brûlée par son conjoint après plusieurs poursuites judiciaires. Et là, il y avait eu une grande révolte dans la rue, et c'est ce qui avait provoqué cette prise de conscience. Et je pense aussi qu'en France, c'est pour ça, c'est ce que nous disions au début de cet entretien, la société prend conscience et il y a une mobilisation forte. Et c'est aussi l'évolution de cette société, l'évolution des mœurs qui fait évoluer la loi et évoluer les pratiques. Des altercations dans un couple, ça peut exister. À partir de quand c'est grave ? Alors c'est toujours, effectivement, c'est toujours ce qui est compliqué, mais il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre du conflit avec la violence. Voilà, ce sentiment, et je crois que je le décris dans le livre, ce processus de développement d'une violence qui est avant tout, alors après ça passe par la violence physique, mais qui est avant tout morale, psychologique, ce phénomène d'emprise, de contrainte morale. Les altercations, elles sont saines, elles peuvent, enfin je veux dire, il faut qu'elles se règlent ensuite, mais elles ne sont pas forcément négatives. Et puis, mais en revanche, je pense que donner une gifle à sa conjointe n'est pas un acte tolérable, et puis ce n'est pas un acte neutre. Enfin voilà, ce n'est pas comme un vol, enfin je veux dire d'un CD, ou, même si c'est aussi répréhensible, ça doit forcément interroger, parce que justement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ça. Voilà. Isabelle Rome, il y a tous ces dispositifs dont vous nous avez parlé, mais il y a aussi la question de l'éducation. Là aussi, c'est clé.
il faut éduquer les jeunes hommes et les jeunes femmes à une relation sans violence? Oui, je pense que c'est le début de tout. Je pense qu'il faut éduquer les filles et les garçons justement à cette culture de l'égalité, de la fraternité, et puis aussi à se défaire de ces stéréotypes, je veux dire, qui nous enferment finalement les uns et les autres. C'est-à-dire qu'aux filles, justement, on va leur demander toujours d'être jolies, d'être une bonne cuisinière, bonne mère, et puis aussi de réussir. Et aux gars, alors, on parle beaucoup des stéréotypes féminins qui enferment, mais il y en a aussi, et ça on le dit moins, mais il y a aussi des stéréotypes qui enferment les garçons. C'est-à-dire, il faut être fort, il faut être costaud, ne pas hésiter éventuellement justement à riposter par un coup de poing, etc., si on est embêté. Enfin, je ne dis pas que tous les parents éduquent comme ça, mais ça peut faire partie des stéréotypes, mais qui enferment aussi, qui peuvent, pour les filles comme pour les garçons, être cause de souffrance et de frustration. Donc il faut vraiment essayer d'éduquer nos enfants en dehors de ces stéréotypes, dans ce souci d'égalité et de fraternité. Isabelle Rome, très très rapidement, votre livre, il y a des histoires bouleversantes, très très dures. Vous dites qu'il y a certains dossiers qu'on ne travaille pas le soir. Comment vous faites pour tenir debout? Je pense que c'est vrai que c'est très dur parfois de se lire ces dossiers, d'imaginer tout ça. Mais je pense qu'on tient debout pour toutes ces femmes. Et c'est pour elles, c'est pour toutes celles que j'ai rencontrées et toutes celles que je n'ai malheureusement pas rencontrées parce qu'il était trop tard. Merci beaucoup Isabelle Rome d'avoir été ce matin notre grande invitée. Je rappelle votre livre qui vient de sortir aux éditions Stock, Liberté, Égalité, Survie.